Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, on commence. Est-ce que vous avez des questions concernant le cours d'hier? Est-ce que c'est bon pour la physiologie? Aujourd'hui, on va passer aux aménorrhées, primaires et secondaires. On va diviser notre cours en deux parties. On va aborder tout d'abord les aménorrhées primaires. On va faire une petite pause, puis les aménorrhées secondaires. Vous allez voir que le cours Tana, il est un peu chargé. Donc, essayez de bien suivre. Commençons par les objectifs pédagogiques. Donc, essentiellement, c'est citer les principales causes des aménorrhées. Donc, chaque aménorrhée, primaire, secondaire, a plusieurs étiologies. Vous allez voir que c'est un peu lent. C'est pas très compliqué, mais il faut suivre l'enchaînement. Donc, il faut savoir citer les principales causes des aménorrhées. Quels sont les diagnostics à évoquer chez une femme qui consulte pour une aménorrhée? La deuxième des choses, quelle sera votre stratégie ou bien démarche diagnostique et quelle sera également la prise en charge, la conduite à tenir devant cette aménorrhée. D'accord? Donc le plan il est très important parce qu'il y a beaucoup d'étiologies et vous pouvez confondre les différentes origines. Donc, comme je l'ai déjà dit, on va diviser le cours en deux volets, aménorrhée primaire, secondaire. Pour chaque type d'aménorrhée, on va faire une définition, la clinique, le bilan paraclinique à demander en cas d'aménorrhée. Ensuite, on va passer aux points forts qui sont les étiologies et traitement. D'accord? On va essayer de simplifier, c'est-à-dire on va diviser les étiologies selon, par exemple pour l'aménorrhée primaire, selon la présence et la normalité des caractères sexuels secondaires. D'accord? On va les diviser en trois. Caractères sexuels secondaires présents normaux, caractères sexuels secondaires absents, et troisièmement, les caractères sexuels secondaires dissociés ou bien anormaux. Donc, vous avez trois éventualités. Une aménorrhée avec des caractères normaux, aménorrhée avec caractère sexuel secondaire absent ou bien anormaux. D'accord? On va citer les différentes étiologies. Est-ce que c'est clair? On va faire la même chose pour l'aménorrhée secondaire. On va la définir. D'accord? La conduite, l'examen clinique, bilan paraclinique à demander en cas d'aménorrhée secondaire. Par la suite, on va les classer. D'accord? L'origine utérine, l'origine ovarienne et l'origine hypothalamo-hypophysaire. On a parlé hier, le cours et le cycle menstruel, il y a trois intervenants. L'hypothalamus et l'hypophyse, c'est l'étage supérieur. On a les ovaires et on a l'utérus. D'accord? Donc, on va détailler chaque étiologie avec, bien sûr, la prise en charge ou bien le traitement. C'est un cours qui est un peu lent, mais essayez de suivre. Je vais essayer de simplifier au maximum. On va commencer tout d'abord par définir l'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est l'absence d'écoulement menstruel chez une femme, d'accord, en âge d'être réglée, bien sûr, en dehors de la grossesse. Il faut tout d'abord éliminer un état physiologique qui est la grossesse. En dehors de la grossesse, c'est pathologique, d'accord? Donc, les étiologies, il peut s'agir soit d'une altération lésionnelle ou bien fonctionnelle. Il peut s'agir d'un truc organique ou bien fonctionnel, d'accord, qui peut toucher soit l'axe neuro-hormonal, soit les gonades, les ovaires, ou bien utérus, col, vagin, ou l'appareil génital féminin. Alors, vous allez voir les différentes étiologies. Donc, l'exploration doit passer obligatoirement par les trois étapes. Premièrement, l'interrogatoire, d'accord? Deuxièmement, examen clinique d'orientation. Et enfin, on va demander des investigations en fonction des données de l'examen clinique et de l'interrogatoire. D'accord? On va commencer tout d'abord par les aménorrhées primaires. Donc, normalement, hier, on a dit que l'âge de survenue des premières menstruations via les ménages, il est de 10 et 16 ans. La moyenne, elle est de 13 ans. Très bien. Donc, pour parler d'aménorrhée primaire, il faut qu'il y ait absence de survenue des premières menstruations chez une fille qui a un âge plus de 16 ans, ou bien chez une jeune fille pour laquelle elle a l'apparition des caractères sexuels secondaires. Elle est faite, par exemple, il y a 2 ans, et elle n'a pas eu ses règles. D'accord? Donc, le développement des caractères sexuels secondaires, il date de plus de 2 ans.
Et malgré ça, la jeune fille, elle n'a pas eu sa menstruation. D'accord? Imaginez par exemple une jeune fille âgée de 15 ans. Elle a eu un développement des caractères sexuels secondaires à l'âge de 13 ans. Mais elle n'a pas de menstruation. Donc, on parle d'aménorrhée primaire. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Parce que normalement, la survenue des règles doit succéder au développement des caractères sexuels secondaires. Est-ce que vous avez préparé le stop de panel? Oui ou non? Le délégué. Quel message? Oui, c'est là. Ah, mais non. C'est là, on fait ça. Le score. Développement pubertaire. Vous cherchez sur Internet, donc à tout de suite, et un coup les téléphones. Tout de suite. Allez, panel. Bouche finale de score. Silence. Très long silence. S'il vous plaît. S'il vous plaît, silence. Silence. Donc, soit absence de menstruation 2 ans après l'apparition des caractères sexuels secondaires, ou bien une jeune fille qui a 16 ans qui n'a pas eu sa menstruation. Il y a un truc qui ne va pas. D'accord? Il faut déclencher une recherche étiologique. Donc, on va commencer. Où est-ce que pas de connexion. La connexion. On va commencer par l'interrogatoire. Donc, là, il faut bien interroger. En général, la jeune fille ou la fillette, elle sera accompagnée par sa maman. Je vais dire dans la consultation. D'accord? Elle sera accompagnée par la maman, donc vous allez poser beaucoup de questions pour orienter votre examen clinique et vos investigations complémentaires. Donc, on va commencer par interroger sur les antécédents familiaux, tout d'abord. L'âge de la puberté chez la maman et chez les sœurs. L'environnement familial, est-ce qu'il y a, par exemple, un problème, un conflit, un divorce des parents, etc., un choc psycho-affectif? Est-ce qu'il y a des cas similaires d'aménorrhée dans la famille? Pour les antécédents personnels, vous devez rechercher donc, la présence de maladies chroniques, telles que la tuberculose, l'insuffisance rénale, hémopathie, maladie cœliaque, etc. On va voir pourquoi, au fur et à mesure. Essayez juste de suivre. Donc, les thérapeutiques, est-ce que la maman a reçu des traitements, surtout hormonaux, au cours de la grossesse? Parce que ça peut influencer sur le fœtus. Et enfin, la radiochimiothérapie. Pourquoi la radiochimiothérapie? Pourquoi encore on pose cette question? Ça risque de faire quoi? Ça risque de faire quoi si elle reçoit une chimio ou bien une radiothérapie sur la région pelvienne? Ça risque d'endommager l'ovaire, les ovaires. D'accord? Et ça peut entraîner un problème hormonal chez la jeune fille. D'accord? Donc, on va compléter par les signes d'accompagnement. En général, l'aménorrhée, c'est un signe clinique. Mais vous pouvez trouver d'autres manifestations cliniques, d'autres symptômes qui sont associés à l'aménorrhée. Notamment, vous devez rechercher la présence d'un déséquilibre pondéral, c'est-à-dire quoi? Une perte de poids, bien une prise de poids. D'accord? Trouble de l'olfaction, on va voir pourquoi. Il y a un syndrome qui se manifeste par une anomalie de l'olfaction. Trouble visuel également. Lorsqu'on dit trouble visuel, qu'est-ce que vous cherchez? Si vous interrogez sur le trouble visuel, pourquoi vous posez cette question? L'hypothalamus, l'hypophyse. Où est l'hypophyse? L'hypophyse, là, on peut avoir des adénomes qui peuvent comprimer très bien. Et ça peut donner donc des troubles visuels. Donc, on doit rechercher également les céphalées. Les céphalées, pourquoi? Toujours. Il y aura comme un truc à l'intérieur, chiffre de l'idée. La CHI, c'est l'hypertension intracrânienne. Nous sommes de l'hypertension intracrânienne. Il y a comme un adénome, un macro-adénome. Maintenant, il y a un syndrome tumoral, des manifestations d'un syndrome tumoral. On doit rechercher également la présence de douleurs pelviennes cycliques. On va voir pourquoi. Donc, la fille, elle n'a pas de règles, mais chaque mois, elle a des douleurs, elle a des dysménorrhées. Mais il n'y a pas d'écoulement. D'accord? On va voir pourquoi par la suite. On va rechercher des troubles du comportement alimentaire. Là, c'est le côté psychologique. On va voir les étiologies. Et on va rechercher également des signes en faveur d'un dysfonctionnement thyroïdien ou bien surrénal. Parce que ça peut influencer sur donc, la régulation du cycle menstruel. D'accord?
On va commencer donc par notre examen. L'examen général. Tout d'abord, vous devez observer. La première étape, c'est l'inspection. Choufou, la jeune fille. Est-ce qu'elle a un morphotype normal? Le morphotype. D'accord? Est-ce qu'elle a une taille et un poids normal? D'accord? Est-ce qu'il y a un développement, le développement vers les seins, le développement de la pilosité? Alors, les caractères sexuels, secondaires. D'accord? Et vous allez rechercher également des signes d'hystéroïdie. C'est-à-dire quoi, d'hystéroïdie? Hyper ou bien hypo? Une pathologie hystéroïdienne. D'accord? Ou bien, vous recherchez également les signes d'hyperandrogénie. Quels sont les signes d'hyperandrogénie? Vous pouvez avoir quoi? Une pilosité, par exemple, excessive. D'accord? C'est surtout l'acné, la pilosité excessive. Vous pouvez trouver même une voix qui est rauque lorsqu'il s'agit d'une hyperandrogénie qui est explosive. Là, c'est le cas des tumeurs en général. D'accord? Donc, passons à l'examen gynécologique. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, toujours à l'écoute, comme la fillette, la jeune fille, elle est accompagnée par sa maman. Donc, vous allez l'examiner. La première des choses, toujours l'inspection de la vulve. L'inspection. Donc, vous allez voir la pilosité, l'aspect des petites et grandes lèvres. Est-ce qu'il n'y a pas d'ambiguïté? Par exemple, la taille du clitoris, parce qu'il y a des pathologies où vous allez avoir donc une hypertrophie du clitoris. D'accord? Et surtout, la perméabilité de l'hymen. D'accord? Parce que l'hymen, normalement, il y a plusieurs formes, mais l'essentiel, c'est d'avoir un petit passage, un petit trou qui va permettre l'écoulement menstruel. Lorsque l'hymen est imperméable, ça va entraîner quoi? Une accumulation du sang en amont, et vous allez avoir des douleurs cycliques sans écoulement menstruel. On va voir les étiologies. D'accord? Donc, vous devez vérifier l'hymen, l'aspect des petites grandes lèvres, clitoris et pilosité. D'accord? Normalement, malgré tout, le score, alors, on s'intéresse à la fille. Alors, une fois, s'il vous plaît, vous lisez à voix. Le premier stade de la pré-puber, sans souci glandulaire et développement mammaire. D'accord, le développement mammaire, c'est dit. D'ailleurs, suivant les contours de la peau. Le deuxième paramètre, là, la certification, c'est quoi? Là, le sang. La pilosité, qu'est-ce qu'il y a encore? Le développement mammaire. Des organes génitaux, c'est dit. De la pilosité, la pilosité. D'accord. À le stade, normalement, on doit faire une stadification. Si la pilosité, développement des seins et organes génitaux. D'accord. C'est clair. Donc, après l'inspection, on va passer, si possible, il y a un spéculant. Un spéculant de vierge sans déforer l'hymen, sans toucher à l'hymen. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir le vagin. Est-ce qu'il y a un vagin? Préciser sa longueur et l'existence d'un col utérin enfant. C'est pas tout l'anatomie quand même. D'accord? Donc on va essayer. Chez la femme qui est mariée, on peut mettre un spéculant à l'aise. Chez la vierge, il ne faut pas toucher à l'hymen. Donc il y a un spéculant spécial qu'on appelle spéculant de vierge. On va essayer de voir à travers ce spéculant la longueur du vagin et le col utérin. D'accord? Et bien sûr, l'écoulement, est-ce qu'il y a une glaire cervicale? On peut également faire un toucher rectal. D'accord? Au lieu de faire le toucher vaginal, parce qu'on ne peut pas faire de toucher vaginal chez la fille qui est vierge, on fait un toucher rectal. On va vérifier la présence de l'utérus et d'éventuelles masses pelviennes. D'accord? L'examen des seins à la recherche d'une galactorée. Où je connais le bereh, la prolactine. Qu'est-ce qu'on a dit? L'hyperprolactinémie, qu'est-ce qu'elle peut faire? Un trouble du fonctionnement. D'accord? Elle peut engendrer un dérèglement du cycle menstruel parce qu'elle a une action inhibitrice sur l'axe. Il y a un rétrocontrôle négatif. D'accord? Donc on va rechercher la manifestation clinique. Il y a la galactorée. C'est un écoulement chez la galactorée. C'est un écoulement lacté bilatéral. D'accord? Les deux seins. Il faut faire la part des choses entre un écoulement pathologique, une maladie telle le sein, et la galactorée. D'accord? La galactorée, elle est bilatérale, multipore, mais chez unipore. Par exemple, le cancer du sein, le couple
la présence d'un écoulement unilatéral, un seul sein, unipore, sanglant et évocateur d'un cancer du sein. Alors, c'est un diagnostic différentiel. C'est pour ça que j'insiste sur l'examen clinique. D'accord? Les examens complémentaires. On va commencer par la radiologie. Bien sûr, on va faire, le premier réflexe, on va faire une échographie pelvienne. Qu'est-ce qu'on vérifie, l'échographie? Chez cette fillette, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier la présence d'un utérus. Est-ce qu'il y a un utérus à l'intérieur? Donc, je voulais l'information. L'utérus et les ovaires. Les 30, donc je vous bien l'échographie, mais c'est surtout utérus et ovaire. On va vérifier qu'il n'y a pas de tumeur ovarienne. D'accord? Donc, je vous mets les étiologies. La dystrophie ovarienne, oui. D'accord? Deuxièmement, échographie rénale. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine malformation utérine qui s'accompagne de malformation rénale. D'accord? Les syndromes, ils peuvent s'associer. Donc, on peut tomber sur une malformation utérine. Donc, tu as le syndrome il s'associe, je crois, dans 30% à des malformations rénales. D'accord? On peut également demander une échographie surrénalienne. Pourquoi la surrénale? Laquelle indique cliniquement, laquelle indique des signes d'hyperandrogénie. Donc, l'origine des androgènes, elle est double. Comme l'ovaire, comme la surrénale. Surtout lesquels il s'agit d'un syndrome tumoral explosif. Il y a des signes francs d'hyperandrogénie. Maintenant, les taux d'androgène sont très élevés. Vous suspectez le cortico-surrénal. D'accord? Donc, on doit demander une échographie. Et enfin, vous avez la radiographie de la main gauche. Jamais. C'est l'âge osseux. D'accord? Là, on va faire une radiographie de la main gauche à la recherche de l'os, le sésamoïde. D'accord? Le sésamoïde, normalement, il apparaît pour un âge osseux de 11 ans. L'objectif de cette radio, c'est quoi? C'est de faire la différence entre le retard pubertaire, d'accord, et la pathologie, et la vraie pathologie. Laquelle, l'os sésamoïde, il est absent. Donc, dans le boulot, c'est un retard pubertaire simple. La fille, elle n'a pas de règle. On parle de retard. Il y a des formes familiales, il y a des pathologies qui peuvent engendrer un retard pubertaire simple. Mais il y a l'os sésamoïde, la radio. Par contre, si vous avez l'os qui apparaît, ou un compte, donc un problème d'aménorrhée, c'est sérieux. Est-ce que c'est clair? Vous allez faire une radiographie de la main gauche à la recherche du sésamoïde. D'accord? Laquelle il apparaît, donc là, c'est pas un retard pubertaire simple. L'aménorrhée, elle est pathologique. Il faut rechercher la pathologie. Laquelle il y a le sésamoïde, c'est manqué un retard pubertaire. C'est pas des fibres chouïa. Fahmtouni? Oui ou non? Non? Pourquoi non? Où je me fais touche? Alors, où je كتبت لكم في الكور؟ Essayez de rechercher âge osseux sur Internet. Âge osseux. Vous tapez âge osseux. Silence. Vous travaillez en silence. Vous allez comprendre. Vous tapez âge osseux sésamoïde. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors? Arrêtez la connexion. Arrête. Oui. L'apparition du l'os sésamoïde du pouce est un des critères d'analyse souvent utilisés lors d'une détermination d'âge osseux à l'aide de cette atlas dans la période péripubertale. Très bien.
Cette hausse est visible sur la place que j'ai prise à partir de 11 ans chez la fille et 13 ans chez le garçon. Tu continues. Alors, je peux continuer l'introduction. Donc, ils vont comparer. Il va apparaître pour un âge de 11 ans. D'accord? Tu continues? Tu continues avec l'article. Il continue là. La prochaine fois, je vais vous ramener la radio, d'accord? Pour vous montrer le sésamoïde. Vous voyez sur Atlas, et ils vont comparer la radiographie de la fillette par rapport à ce qu'il y a sur cet Atlas, d'accord? Sur les images radiologiques. À l'état normal, le sésamoïde apparaît à l'âge de 11 ans. À l'âge de... Donc, lorsque vous trouvez le sésamoïde et les 13 ans, il y a toujours un problème d'aménorrhée, là, il faut déclencher l'enquête étiologique. La prochaine fois, je vais vous ramener les images, d'accord? On va continuer avec les bilans, bien les explorations paracliniques. Maintenant, on va passer au bilan hormonal. D'accord? On va explorer, on va faire des dosages plasmatiques de FSH, LH, prolactine pour explorer quoi? L'axe hypothalamo-hypophysaire. D'accord? On va demander également le taux de stradiol et de progestérone et les androgènes. Parce qu'il y a une incrimination de l'hyperandrogénie dans l'aménorrhée. Est-ce que c'est clair? Donc, on va récapituler. On a commencé par un interrogatoire minutieux qui comprend les antécédents familiaux, personnels, d'accord? Ensuite, on est passé à l'examen. Donc, l'examen général, le morphotype, la taille, le poids, etc. Puis, l'examen gynécologique, d'accord? À la recherche d'une perforation sanguine, d'un problème au niveau du vagin, etc. On doit compléter notre examen par des explorations paracliniques. On va commencer toujours par l'échographie pelvienne. On va rechercher donc la présence de l'utérus, des ovaires, est-ce qu'il y a une dystrophie, une tumeur ovarienne, etc. Par la suite, on peut demander une écho rénale s'il y a une malformation utérine, vu l'association de ces malformations. On peut demander une échographie surrénalienne en présence de signes d'hyperandrogénie. Et la radiographie, je vais revenir là-dessus, j'ai vu comme la radio Tchofo. Est-ce que c'est clair? D'accord. Le bilan hormonal, c'est l'essentiel, d'accord? Il est primordial. Donc, il va nous permettre de faire quoi? De discriminer quelle est la cause de cette aménorrhée. Où est le problème? Il va nous situer le problème. Si vous avez un taux de FSH-LH qui est élevé, ça veut dire quoi? Essayez de raisonner. FSH-LH, c'est ma l'hypophyse tacole. Je vais dire, il est en train de stimuler, en train de frapper, de taper fort sur les ovaires. Le problème où il est? Il est au niveau de l'ovaire. Avec l'ovaire, il ne répond pas. Lorsqu'il ne répond pas, oh, qu'est-ce qu'il fait? Rétrocontrôle. FSH-LH. C'est l'origine de votre aménorrhée, elle est ovarienne. Très bien. Lorsque vous avez le contraire, une FSH qui est effondrée, FSH تاعكم هابطة. واش معناها؟ تسمى l'hypothalamus, il n'est pas en train d'émettre son signal. Je connais les pulses هذوك. Les pulses de GNRH. Il y a un problème au niveau hypothalamique. Est-ce que c'est clair? Lorsque vous avez une prolactine qui est élevée, il faut déclencher une enquête étiologique. L'hyperprolactinémie, on a plusieurs étiologies, on va les voir au fur et à mesure. D'accord? Il y a un truc fonctionnel. Un adénome, c'est une tumeur qui a les micro et les macro-adénomes. C'est des tumeurs au niveau de l'hypophyse. Ils vont sécréter un hormone.
Il peut s'agir, donc, il y a des adénomes à prolactine, des adénomes thyréotropes, somatotropes, etc. Ça peut toucher toutes les fonctions donc, de l'hypophyse. Est-ce que c'est clair? C'est des tumeurs sécrétantes. Donc, une prolactine élevée, je dois rechercher un adénome et bien sûr les autres étiologies. D'accord? Les androgènes, œstradiol et progestérone et androgènes, comme pour les androgènes qui sont d'origine ovarienne et les androgènes qui sont d'origine surrénalienne. Je connais l'origine ovarienne. La delta 4, elle est ovarienne. D'accord? La testostérone, elle est sécrétée par les deux. Le sulfate de DHEA, il est d'origine surrénalienne. D'accord? Pour localiser l'origine de l'hyperandrogénie. Est-ce que c'est l'ovaire ou bien c'est la surrénale? La manifestation clinique, il m'a dit comme pilosité excessive, acné, d'accord, une voix de modification de la voix, etc. Donc le cariotype, quand est-ce qu'on demande un cariotype? En cas de un morphotype qui est anormal, un retard staturo-pondéral, d'accord, des antécédents familiaux. Là, il faut penser donc à demander ambiguïté sexuelle également. Il faut demander un cariotype. Là, vous suspectez une anomalie chromosomique. D'accord? Je dis comme une fillette normale, elle est de taille, point normal, développement des caractères sexuels secondaires. Tout à fait normal, vous demandez le cariotype. Là, vous allez choquer la maman et la fillette. D'accord? Mais chez la liste éliminante, c'est standard pour tout le monde. C'est le cas par cas. C'est en fonction des résultats de l'examen clinique que je vais décider mes investigations. D'accord? On va demander d'autres examens, par exemple l'examen ophtalmo avec fond de champ visuel, si vous avez des troubles visuels, si vous suspectez un adénome. Chez qui vous dit un adénome, bien sûr vous allez faire IRM scanner cérébral et compléter l'étude à le champ visuel. Est-ce que c'est clair? Olfactométrie, si vous avez des troubles olfactifs. Donc, je trouve le syndrome qui est responsable de troubles olfactifs. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien. Donc, on va passer au sérieux. Sinon, les étiologies. On va les classer. Toujours, donc, vous allez le schématiser pour l'apprendre. Sinon, vous allez sombrer à l'intérieur. Il y a beaucoup d'étiologies et chaque étiologie a sa caractéristique. On va classer les aménorrhées primaires en 3 catégories. Présence des caractères sexuels secondaires, les caractères sont présents normaux, anormaux, absents. D'accord. Les caractères sexuels qui sont présents. Dit comme vous êtes à la consultation, du coup une jeune fille âgée de 16 ans qui consulte pour une aménorrhée primaire, une taille normale, développement staturo-pondéral normal, caractères sexuels secondaires qui sont normaux. Pardon, c'est votre enseignante dans la part, excusez-moi. Allez. Alors, donc, vous êtes en consultation, donc vous allez recevoir une jeune fille de 16 ans, développement staturo-pondéral anormal, caractère sexuel secondaire normaux, absence de survenue des règles. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous suspectez? Oui, où se situe le problème? Madame, elle dit des caractères sexuels normaux. Ça signifie quoi? Les hormones thyroïdes, il n'y a pas de problème avec les hormones. Parce qu'elle dit un développement normal. D'accord?
Donc, je vais suspecter, en premier lieu, les malformations, soit au niveau de la vulve, le vagin et l'utérus. L'appareil génital, une malformation quelque part. On va commencer par l'hymen, l'imperforation. Je connais le début, l'imperforation de l'hymen. L'imperméabilité de l'hymen va être responsable d'une fosse améliorée. C'est une fosse améliorée. Parce que les règles tiennent. Mais le problème, pas d'écoulement, parce que l'hymen terminal, il est imperméable. D'accord? Donc, vous allez avoir une rétention menstruelle. Donc, le sang, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stagner au niveau du vagin. Chaque cycle, c'est la même chose. Le sang avec, il va s'accumuler en amont donc de l'hymen. Et ça va engendrer quoi? Des douleurs. Des douleurs cycliques qu'on appelle également cryptoménorrhée. D'accord? Par la suite, avec le sang, il va s'accumuler. Au fur et à mesure, vous allez avoir ce qu'on appelle un hématocolpos. C'est le sang à l'intérieur du vagin. Puis, hématométrie, le sang avec l'utérus. Il peut même migrer les trompes, tellement il s'accumule, il n'arrive pas donc à s'extérioriser. Est-ce que vous avez compris? Ou le risque là, c'est de générer ce qu'on appelle une endométriose. Donc, ça risque de générer, avec le sang menstruel, il rentre la cavité, tellement il va s'accumuler, il peut passer la cavité. Il peut nous engendrer avec la pathologie des endométriose et la le monde. D'accord? La fin est le monde. Est-ce que c'est clair? Donc, selon vous, faites le cas. Est-ce que c'est urgent? Oui ou non? Oui, c'est urgent. Il faut régler le problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une incision de l'hymen, une incision chirurgicale qui va permettre l'écoulement du sang menstruel. D'accord? Parce que tout, lorsque vous allez examiner avec la jeune fille, vous allez trouver un hymen qui est tendu parce qu'il y a une pression. D'accord? Il est bombé et bleuté parce qu'il y a du sang derrière, juste derrière. Est-ce que vous avez compris? C'est clair, c'est très simple. Donc, là, juste à l'inspection, vous allez poser le diagnostic et vous allez régler le problème. Est-ce que vous avez besoin d'un bilan hormonal? D'un périotide? Non, pas du tout. D'accord? Une simple inspection et j'ai mon diagnostic. Deuxième cas, diaphragme vaginaux complet. Diaphragme, donc c'est un obstacle, c'est la même chose. Un alimentaire qui est là, il est perforé. Mais le vagin qui garde une sorte de grille qui va bloquer la même chose, l'écoulement menstruel. C'est le même principe, le même tableau clinique. C'est une fosse améliorée, des douleurs toujours, d'accord? L'hymen il est perméable et on ne peut pas apercevoir le col lorsqu'on met le spéculum. Alors, ouais, parce que quel est l'obstacle? Quel est le diaphragme? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Très bien. Donc, le siège, il est variable et toujours le traitement, il est chirurgical. On doit enlever le diaphragme. Et vous allez avoir l'écoulement des menstruations d'une façon normale. C'est quoi la nature de ce diaphragme? C'est la même chose que le vagin à peu près. D'accord? C'est la même constitution. C'est une malformation. On va passer aux aplasies vaginales. Aplasie, toujours, je fais les malformations de l'appareil génital. Aplasie vaginale. Je mets aplasie. Aplasie, je mets mais qu'est-ce que je mets vagin? Il n'y a pas de vagin. D'accord? C'est une malformation. Elle est souvent, le plus souvent, associée à une malformation utérine. Il s'appelle le syndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. D'accord? Je mets une aplasie vaginale et une aplasie vaginale des 2 tiers supérieurs avec une aplasie utérine. Elle n'a pas d'utérus, mais elle les 2 tiers supérieurs à le vagin. Par contre, elle a des trompes ou elle a des ovaires qui sont normaux. Normaux. Elle a des caractères sexuels normaux. J'ai comme morphotype normal. Pas de retard staturo-pondéral. Caractère sexuel secondaire développé. Pas de douleur cyclique qui va connaître la perforation. Cette fois-ci, vous allez l'examiner. Vous tentez de faire l'écho. Vous cherchez l'utérus, mais il y a un utérus. Elle n'a pas d'utérus et elle n'a pas également les 2 tiers supérieurs du vagin. Et quand le spéculum, qu'est-ce que vous allez voir? Juste une petite cupule. Donc le vagin, je fais un vagin très très court. Très très court. D'accord? Juste une cupule. Alors le vagin. Il y a une petite longueur de vagin. Est-ce que c'est clair? Les ovaires sont normaux. Le syndrome, il s'associe à des malformations rénales. 30%. Là, vous avez une écho.
rénal. Il s'associe également à des malformations osseuses dans 10%. Cette fois-ci, la stérilité et l'aménorrhée sont définitives. Elle ne pourra pas enfanter. Elle la pauvre malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'utérus. D'accord? Elle n'a pas d'utérus, elle n'a pas de vagin. Là, le traitement, qu'est-ce qu'on va faire? La fille, on va essayer de lui créer donc une cavité, ce qu'on appelle un néovagin, pour qu'elle puisse mener une vie sexuelle normale, au moins. Avoir une vie sexuelle. D'accord? C'est une chirurgie. D'accord? C'est un traitement chirurgical. On va créer un néovagin. D'accord? Pour l'utérus, donc, il y a des progrès à midi ou la transplantation utérine. Beaucoup de points d'interrogation, mais ça existe. Déjà, la première naissance, c'était en France. Une maman a donné son utérus à sa fille. D'accord? Ils ont fait la transplantation réussite avec grossesse menée à terme et naissance vivante. D'accord? Maintenant, on est un peu loin, mais ça existe quand même. D'accord? Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Donc, les caractères sexuels secondaires sont normaux. Elle a les ovaires, elle n'a pas d'utérus, elle n'a pas de vagin. Les 2/3 supérieurs du vagin n'existent pas. C'est clair? Silence. Donc, on n'a aucun symptôme. Des fois, la découverte, c'est après. Des fois, il y a des mamans qui cachent donc, le problème et les jeunes filles qui vont cacher ça. C'est après le mariage que le problème va se révéler parce que la jeune dame, elle ne pourra pas mener un acte sexuel normal parce qu'elle n'a pas de vagin. D'accord? Par la suite, on va faire la chirurgie. Le deuxième cas, c'est l'aplasie vaginale avec un utérus fonctionnel. D'accord? Maintenant, on est à l'aise, elle a un utérus. D'accord? Elle a un utérus, elle est exceptionnelle. Vous allez trouver à l'échographie la présence de l'utérus, mais où est-ce qu'il y a à l'intérieur? Où est-ce qu'il y a? Elle a un vagin ou elle a l'utérus. Le sang, elle est règle. Il compte ou il compte. D'accord? Mais il va s'accumuler la même chose à l'intérieur de l'utérus parce qu'il n'est pas en train de s'extérioriser. La cache le conduit, la cache le vagin. Vous allez avoir une hématométrie. Donc du sang qui va s'accumuler à l'intérieur de la cavité. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le néovagin, on va avoir l'apparition des règles et on peut avoir une grossesse. Parce qu'elle a un utérus. Vous voyez la différence entre les deux? Très bien. Donc, la deuxième étiologie, نرجع لكم مشاريع باش تبعوني واش قلنا caractères رانا الفوق le grand titre les caractères sont normaux. On a commencé par les malformations du vagin et de l'utérus. D'accord? Et l'imperforation imnéale. La deuxième étiologie, il y a les synéchies utérines d'origine tuberculeuse. Vous vous souvenez, l'introduction, j'ai posé la question de l'interrogatoire, il faut rechercher une tuberculose. Maladie générale et tuberculose. Donc la tuberculose pré-pubertaire a des conséquences fâcheuses. Malheureusement, ils ont enlevé le cours de la tuberculose, on enseignait ça auparavant, mais je rappelle comme brièvement cette fois. Donc lorsqu'il y a une tuberculose pré-pubertaire, on peut avoir une localisation secondaire au niveau de l'appareil génital. Il y a la localisation de elle est pulmonaire à la tuberculose. Par la suite, donc avec le BK, il peut migrer par voie hématogène et atteindre l'appareil génital féminin. Il va engendrer des dégâts. On peut avoir ce qu'on appelle les sénichies. Les sénichies, c'est quoi? C'est l'accolement des deux feuillets de l'endomètre. La cavité utérine, il y aura un accolement. Les sénichies, elles peuvent être d'origine tuberculeuse ou d'origine traumatique. Comme si le chauffement, les améliorés secondaire. Traumatique lorsqu'on intervient par un curetage par exemple, abrasif, un curetage trop appuyé sur la cavité endométriale, il y aura par la suite une inflammation, après inflammation, fibrose et accolement des deux feuillets de l'endomètre. Est-ce que vous avez compris? Oui ou non? Sur la tuberculose, on a dit pulmonaire, elle va migrer par voie hématogène l'appareil génital féminin. Au niveau de l'utérus, l'inflammation, puis des phénomènes de cicatrisation, qui sera la fibrose et l'accolement. Lorsqu'il y a accolement, il n'y aura pas d'hémorragie de privation. D'accord? Mais qu'est-ce que démonstration? Le bilan hormonal, il est comment? Le bilan hormonal, il est normal. Le fonctionnement de l'axe, il est normal. Donc l'aménorrhée, elle est d'origine utérine. D'accord? Là,
gynécologique, il est normal. Donc, le développement normal des caractères sexuels secondaires, d'accord? L'hymen il est perméable, on a un vagin, on a un col, on a un utérus, il existe, les ovaires. Où se situe le problème? C'est l'accollement des deux feuilles. On va continuer notre exploration. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout un test. On va donner des hormones. Puis, on va les arrêter. Donc, nous un test aux œstroprogestatifs. On va donner une combinaison. L'œstroprogestation, en général, fait les pilules. D'accord? On va donner une pilule. Par exemple, elle va prendre la pilule pendant 21 jours. Puis, on va attendre quoi? La survenue d'une hémorragie plasminale. De privation. Tribunal, la physiologie de le cycle menstruel. Les menstruations. C'est après chute dans l'œstradiol et de la progestérone. D'accord? Le même principe peut être appliqué cliniquement. On va faire un test, on va donner des hormones et on va attendre la réponse. Et là, il n'y a pas de menstruation. Pourquoi? Parce que l'endomètre il n'est pas fonctionnel. D'accord? Il ne va pas répondre à la lettre de traitement hormonal pour faire une hémorragie de privation. Maintenant, on va confirmer à 100% que l'origine est endométriale utérine. Est-ce que vous avez compris? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour compléter le diagnostic, pour confirmer, on peut faire la culture de le son des règles. C'est faisable. On doit demander la recherche de bêta. D'accord? On va vérifier. BCG, la vaccination. D'accord? On va rechercher la notion de grand âge. On va rechercher les signes d'imprégnation de tuberculose, lymphoma. Cliniquement, je qu'on a un malade. Asthénie, anorexie, amaigrissement. Les 3 A. D'accord? Donc, c'est un faisceau d'arguments qui va nous orienter vers l'atteinte tuberculeuse. Mais la confirmation, c'est bien sûr par l'isolement de l'agent pathogène. On peut même faire une celluloscopie à la recherche d'autres lésions parce que la tuberculose, elle peut toucher même les reins, les ovaires. D'accord? Utérus, trompe et ovaires. Pour faire un bilan lésionnel. C'est quoi la celluloscopie? C'est l'exploration endoscopique. On va faire une petite incision ombilicale, on va introduire notre caméra et on va observer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire la celluloscopie diagnostique. Si vous avez des lésions, vous pouvez faire quoi? Des biopsies pour confirmer le diagnostic. D'accord. Le traitement, c'est un traitement antituberculeux. C'est une chimiothérapie antituberculeuse. Mais le meilleur traitement, bien sûr, il est préventif. C'est la vaccination par le BCG. Parce que même après le traitement, le pronostic, il est fâcheux. D'accord? Et lorsque vous avez un accollement, donc un endomètre qui n'est pas fonctionnel, est-ce que vous avez des chances d'obtenir une grossesse? Les chances sont réduites. Non. Parce que c'est là où on va se faire l'implantation, l'implantation qui met une cavité. Donc les chances de succès, même d'une procréation médicalement assistée, sont basses. D'accord? Parce que la cavité endométriale, elle est endommagée. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Très bien. On va continuer. L'islam a les caractères sexuels normaux. D'accord? On va passer aux caractères sexuels qui sont absents ou peu développés. D'accord? Vous êtes en train de suivre. On écoute comme c'est un cours qui est très lent, vous avez les étiologies. Essayez d'avoir les grandes lignes, je m'en coupe à l'intérieur. Donc, caractère absent, maintenant vous suspectez quoi? Madame, des hormones, il y a un problème hormonal quelque part. Donc, maintenant le taux de stradiol, il est toujours très bas, parce que le stradiol, c'est lui qui est responsable, c'est l'hormone de la féminité, le stradiol. D'accord? Mais quand je dis le stradiol, on va faire un dosage de la FSH-LH pour faire la différence. Est-ce qu'il s'agit d'une cause haute ou bien d'une cause basse? Est-ce que l'origine, est-ce que hypogonadisme, hypogonadotrophe, l'hypogonadisme, il est d'origine haute, d'accord? Ou bien la cause, elle est basse, c'est-à-dire elle est ovarienne, parce que l'hypogonadisme, il s'accompagne d'une hypersécrétion de FSH-LH. Est-ce que vous avez compris? D'accord, très bien. On va commencer par les causes gonadiques. Gonadique, c'est l'ovaire. La cause de l'aménorrhée, c'est l'ovaire. Donc, il y aura un hypogonadisme, hyper ou la hypo? Hypergonadotrophe. L'ovaire, il est
on est en train de taper, mais il ne répond pas. Donc, je vais avoir des taux élevés de FSH. D'accord? Donc, les causes congénitales, j'ai cité plusieurs étiologies de cours, mais j'insiste surtout sur le syndrome de Turner. D'accord? Le syndrome de Turner, vous chiez. Donc, la jeune fille, lorsqu'elle vient en consulte, vous allez constater à l'inspection c'est une petite taille, avec un retard statural, d'accord? Dysmorphie et différentes malformations, qui gardent le cou court, une implantation basse des cheveux, un thorax en bouclier, etc. Qui gardent le cou. D'accord? Il y a plusieurs malformations. Il y a une dysmorphie. Qui toujours avec la fillette déjà, elle ne paraît pas normale. D'accord? Donc, on peut avoir également une atteinte rénale, cardiaque et osseuse. D'accord? Donc là, on va faire directement les dosages hormonaux. Là, dès qu'on a d'autres profils qui sont élevés, c'est-à-dire FSH, LHBP, le stradiolémie basse. L'ovaire, il ne répond pas. Parce que le stradiolémie léger, je connais bien. Le follicule. Lorsqu'il n'y a pas de follicule, il y a le stradiol. D'accord? Donc là, devant cette dysmorphie, la première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? Dérouler l'écho. Un utérus, il existe, l'utérus qui arrive. Mais les gonades ou les ovaires ne sont pas visualisés. On a le problème d'exaf des ovaires. Elle n'a pas d'ovaires. Les ovaires sont réduits à de fines bandelettes. Donc, je vous même la célioscopie. Lorsqu'on introduit notre caméra à l'intérieur, puis on donne un double diagnostic, on va passer aux explorations qui sont plus poussées. D'accord? Qui dit où la célioscopie, l'utérus, il est de petite taille. Soyez avec l'utérus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stradium, il n'est pas stimulé. L'utérus, il n'est pas fonctionnel. D'accord? Les ovaires, il n'y a pas d'ovaires. Ils sont de fines bandelettes. Est-ce que c'est clair? Donc, le cariotype, on doit demander un cariotype, c'est clair. Donc, vous allez tomber sur ce qu'on appelle une monosomie X. Le cariotype, au lieu de faire 46 X, donc le cariotype, 45 XY, il se met à la monosomie X. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, cette fois-ci, je extrait le Rokitansky. Le Rokitansky, il lâche l'utérus, il lâche le vagin. Non. Le problème se situe sur les ovaires. Les dysgénésies gonadiques. D'accord? Le traitement, qu'est-ce qu'on va faire pour cette fillette? Est-ce qu'elle peut enfanter? Non. Elle n'a pas d'ovaire, pas de follicule. Donc, impossible de tomber enceinte. D'accord? On va lui instaurer une hormonothérapie à base d'œstroprogestatif pour permettre le développement saturo-pondéral. D'accord? Je m'appelle là, je suis un morphotype féminin. Est-ce que c'est clair? Les dysgénésies gonadiques qui gagnent le cours, je n'ai pas voulu insister, mais qui gagnent d'autres étiologies. Alors, attendez. Comme le Turner. Comme les autres dysgénésies. Cette fois-ci, ça va toucher juste l'ovaire. D'accord, les dysgénésies qu'on a dit pures. Parce que ça va toucher juste l'ovaire. Par contre, le Turner, je trouve comme possibilité d'atteindre rénale, cardiaque, c'est un syndrome. D'accord, c'est un syndrome. Il y a d'autres dysgénésies qu'on a dit pures, ou le plus souvent familiales. Là, on a insisté sur le début de cours sur l'interrogatoire. Il faut rechercher des cas similaires dans la famille. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Sûr? Je passe. Très bien. Donc, c'est des causes congénitales. Le problème là, il est congénital, à la naissance, d'accord? Il y a d'autres causes qui sont acquises. Les causes acquises, vous avez l'atteinte auto-immune. C'est l'ovarite auto-immune qui marque les autres qui ont plusieurs pathologies auto-immunes. Maintenant, il y a l'atteinte ovarienne. Donc là, vous allez avoir la présence d'auto-anticorps qui vont attaquer l'ovaire et ça va engendrer donc une aménorrhée. Toujours, c'est l'origine ovarienne. C'est le gamme en général associé à d'autres maladies auto-immunes, qui est la thyroïdite. C'est pour ça qu'on a insisté le début de l'interrogatoire à le problème thyroïdien. Comme je vous. On a toujours, dans le genre énergétique comme marche arrière, avec des questions qu'on a posées de l'interrogatoire. Pourquoi on a posé des questions? Possibilité d'association, soit avec la maladie de base de l'hyper,
ou là, la deuxième maladie, la thyroïdite auto-immune. D'accord? Donc, on peut également avoir comme étiologie la radiochimiothérapie. D'accord? On va détruire en quelque sorte l'ovaire. Donc, l'interrogatoire, on va rechercher est-ce que la fillette a reçu une radio ou bien une chimiothérapie. On doit également rechercher une castration chirurgicale. Il peut s'agir d'une tumeur, par exemple. Elle a fait donc une ovarectomie ou la métastase, je ne sais pas. Une cure chirurgicale pour les ovaires. Bien sûr, il n'y aura pas de développement. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Je continue. أو مازال كور طويل. D'accord? ما تدخلوش دركا. On va passer aux causes hypothalamo-hypophysaires. رانا toujours les caractères. وين رانا؟ absent. Caractère absent. خلصنا les causes ovariennes. Donc راح نشوفوا les causes hypothalamo-hypophysaires. Parce que قلنا كي يكونوا absents نبداو من الفوق. C'est les étages. C'est toi l'hypophyse, l'hypothalamus ou l'ovaire. واحد فيهم كاع pose problème. D'accord? خلصنا l'ovaire. L'ovaire peut être une cause congénitale évidemment, le syndrome du Turner et les autres dyssynésies, comme il peut s'agir de causes acquises, les ovaries, radiochimiothérapie. Les causes hypophysaires et hypothalamiques, c'est un hypogonadisme, cette fois-ci, hypogonadotrophe. Probablement non. D'accord? Non. Donc, quelle une stimulation, l'ovaire n'est pas stimulé, donc il ne va pas travailler. C'est logique. D'accord? Quelles sont les causes? L'hypophyse. En général, c'est les tumeurs hypophysaires. La plus fréquente, c'est l'adénome prolactine. Cet adénome, qu'est-ce qu'il va engendrer? En général, il donne l'aménorrhée secondaire. Mais il y a des cas d'aménorrhée primaire. D'accord? Donc, l'aménorrhée, elle est associée, qui m'a donné la galactorée, l'écoulement lacté. D'accord? On peut avoir plus ou moins des signes d'HIC. Ça dépend de la taille de l'adénome. Lequel un micro-adénome, il sera asymptomatique. D'accord? Mais il touche les céphalées, le flou visuel. Si c'est un macro-adénome qui dit, ça va entraîner une compression à l'intérieur. D'accord? Donc, vous allez vous demander le dosage de prolactine, qui doit élever plus de 20 nanogrammes. Champ visuel, scanner IRM à la demande. C'est surtout l'IRM. Il va apporter la certitude. D'accord? Donc, le traitement ternaire, il sera médical. On va administrer de la bromocriptine, le traitement, qui va faire baisser les taux de prolactine et même régresser la taille de l'adénome. Vous allez reprendre ça les comme de l'endocrine. Là, c'est des généralités. D'accord? Donc, le traitement chirurgical sera proposé en cas d'échec ou là, un macro, vraiment, un adénome qui est géant. Là, il faut faire un traitement chirurgical. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Donc la prolactine, elle peut exercer un rétrocontrôle négatif, bloquer l'axe et engendrer des troubles menstruels, donc l'aménorrhée primaire, mais secondaire. Vous dites aussi les aménorrhées secondaires. D'accord? Deuxièmement, il y a d'autres adénomes qui ont l'adénome AGH, ACTH, TSH, tout l'axe hypothalamique, d'accord? On peut avoir donc des adénomes qui touchent les axes adjacents. Cette fois-ci, on peut avoir l'effet. Le mécanisme isolant, c'est la compression. D'accord? C'est pas compression. On peut avoir également une insuffisance hypophysaire non tumorale. Il n'y a pas de tumeur, mais l'hypophyse ternaire n'est pas en train de fonctionner. Ce qu'on appelle le syndrome famille de la selle turcique vide. La selle turcique, rappelez-vous la séance prochaine, c'est mon dos. La selle turcique, comme le tanner, d'accord? وش كنا نبح le score d'un tiers اليوم عندنا selle turcique vide. كتعرفوا la selle turcique? Très bien. خلصنا مع l'hypophyse. نرجعوا l'hypothalamus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir l'hypothalamus? En général, c'est les tumeurs. D'accord? Les tumeurs hypothalamiques. Donc crânio-pharyngien, gliome, hydrocéphalie. Le syndrome de Morsier-Kalman, le trouble olfactif. J'ai comme la fillette, elle se plaint, elle a un problème d'anoustie. Il faut chercher le syndrome. D'accord? Le syndrome de Morsier-Kalman. Je ne vais pas insister trop là-dessus. D'accord? Donc, en général, c'est les causes tumorales au niveau de l'hypothalamus. Donc, c'est des étiologies qui sont un peu rares, mais il faut y penser.
خلصنا. Donc, toujours, le caractère sexuel absent. Absent, il peut s'agir de désordre au niveau de l'organisme. Les grandes, qui ont l'insuffisance rénale chronique, le diabète, la maladie cœliaque, ça peut retentir sur le fonctionnement donc, pubertaire, et sur la survenue des menstruations. Et on va terminer par le retard pubertaire simple. Donc c'est un retard global qui va toucher la puberté, l'âge osseux et la taille. Malgré l'âge de la fillette, il est de 16 ans, elle est de petite taille, d'accord? Le poids de la taille, elle est... يكون عندها un retard pubertaire qui dit ou la radio اللي كنا نحكيو عليها تاع l'âge osseux ما نلقاوش في السيزامين. هنا نقولوا c'est un retard pubertaire simple. Qui نلقاو l'os في la radio, il a apparu et la fillette elle n'a pas accompli son développement pubertaire. Il faut s'inquiéter. Il faut déclencher la recherche historique. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Très bien. Donc, on va passer donc à les caractères sexuels anormaux. خلصنا les caractères normaux, les caractères absents. Donc, les caractères sont présents, ils sont anormaux dissociés. Maintenant, on va ندخلوا la virilisation. Les signes d'hyperandrogénie. Alors, ils sont anormaux parce qu'il y a des signes hyperandrogéniques. Comme les tumeurs virilisantes, un tableau clinique qui est flagrant, qui a un virilisme important, explosif et d'installation rapide. Toujours, il faut suspecter une cause tumorale. La tumeur, elle peut se situer au niveau de l'ovaire ou bien au niveau de la surrénale. Parce que les androgènes ont deux origines, soit l'ovaire, soit la surrénale. On va rechercher une tumeur ovarienne. Donc, le dosage de la testostérone delta 4 androstéridiol, il est élevé. Parce que les androgènes sont produits par l'ovaire. Le sulfate de DHEA, il est normal. Qu'il est normal, on va éliminer la cause surrénale. Donc, le type histologique le plus fréquent, on voit la rhinoplasme, donc les tumeurs de l'ovaire. Alors, le type histologique le plus fréquent. C'est l'échographie qui garde une masse. L'échographie qui garde une masse latéro-utérine, d'accord, ovarienne. Vous allez commencer l'exploration, demander les bilans hormonaux, et vous allez tomber, donc, là, vous allez conclure, que c'est une tumeur sécrétante, elle sécrète des androgènes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un traitement chirurgical. D'accord, le traitement, il est chirurgical. Deuxièmement, vous avez les tumeurs virilisantes de la surrénale, le cortico-surrénalant, d'accord? Généralement, il est de mauvais pronostic parce qu'il est malin. Cette fois-ci, vous allez tomber sur les androgènes, c'est le sulfate de DHEA, d'accord? Alors, élevé. Maintenant, on doit compléter par une écho surrénalienne, voire une TDA, à la recherche de cette masse. Est-ce que c'est clair? Donc, la fillette, راح يعودوا عندها des signes d'hyperandrogénie. D'accord? Mais couche un développement des caractères sexuels normal. Deuxièmement, vous avez la dystrophie ovarienne, les OPK. La dystrophie ovarienne, elle est rarement responsable d'aménorrhée primaire. Donc, on peut majorer à des aménorrhées secondaires surtout. D'accord? Donc, le plus souvent, comme c'est une aménorrhée secondaire et le bilan hormonal terna, vous allez trouver une élévation des androgènes. Donc, d'accord? Je vais juste citer les causes, mais il est responsable surtout d'aménorrhée secondaire. Donc, vous retenez surtout tumeur ovarienne, tumeur surrénalienne. Quelle chose pseudo-hermaphrodisme? Il y a deux types. Il y a le féminin et le masculin. L'équipe, tout ça. Alors, les caractères anormaux. Anormaux par présence d'hyperandrogénie. D'accord. Donc, le pseudo-hermaphrodisme féminin, où je fais un tractus génital interne féminin, un karyotype normal. Cependant, les organes génitaux externes ont subi une masculinisation plus ou moins importante au cours de la vie fœtale. Et là, c'est les mamans qui ont pris les traitements hormonaux au cours de la grossesse, surtout. Alors, on va poser cette question. Donc, ça
À la naissance, c'est une fille. Le karyotype féminin. D'accord? C'est une fille avec un karyotype XX, tractus génital interne féminin. Les étiologies, c'est surtout des déficits enzymatiques. D'accord? Le plus fréquent, c'est le déficit en 21 hydroxylase. Il sera responsable de ce qu'on appelle l'hyperplasie congénitale des surrénales. Est-ce que vous avez quelque part? Auparavant. Oui, correctement. Allez, c'est une maladie héréditaire. Bonjour, l'interrogatoire. Insister sur les antécédents familiaux. D'accord. Donc, c'est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive. D'accord. Donc, le déficit, il sera responsable d'un syndrome de perte de sel et d'une ambiguïté sexuelle. Il y a une hypertrophie clitoridienne. Donc, vous n'allez pas faire la différence entre fille et garçon. D'accord. Mais le karyotype, il est féminin. C'est un pseudo-hermaphrodisme féminin. D'accord. Donc, on va faire des dosages hormonaux, la 17-OH progestérone élevée. D'accord. Le traitement, ça sera l'hydrocortisone. Là, je ne vais pas insister trop sur les détails parce que vous allez reprendre ces pathologies endocrines. D'accord. Il faut savoir l'évoquer. Il faut savoir l'évoquer. Des caractères sexuels anormaux. Donc, demandez un bilan comme la 17-OH progestérone. Parce que ces déficits enzymatiques vont entraîner l'accumulation d'androgènes et un blocage de l'axe. Est-ce que c'est clair? Le deuxième, les autres déficits, ils sont beaucoup plus rares. Les déficits amphiopolycope, je crois, le déficit en... Attendez. Donc, c'est la 17 hydroxylase. D'accord. Du coup, le syndrome de virilisation. Le point commun, c'est la virilisation. C'est l'hyperandrogénie. D'accord. Avec une HTA, on retrouve le déficit en 3 bêta-hydroxylase, dishydrogénase. D'accord. C'est beaucoup plus rare. Alors, c'est des maladies héréditaires. Est-ce que c'est clair? Maintenant, vous devez les avoir dans l'esprit, il faut les évoquer et les éliminer. Soit, ou là, les confirmer par le bilan biologique. Maintenant, pour confirmer, le dosage de l'enzyme concernée, qui est là élevé. D'accord. Qui est la 17OH élevé. On va passer donc à le deuxième type, c'est le dernier d'ailleurs, le pseudo-hermaphrodisme, cette fois-ci masculin. Le testicule féminisant, vous avez le syndrome de Maurice. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez, c'est une maladie héréditaire qui est liée au chromosome X. Je pense que c'est des maladies héréditaires. Donc, le karyotype marahave, je vous le dis. 46XY, ماشي كيما قبيله بيلقى XX, c'est une fille. شنو عندها une ambiguïté. D'accord, on peut régler le problème. Il y a des formes incomplètes, c'est une des formes incomplètes au point qu'ils sont révélées suite à un trouble de la fertilité. Qui nous demandait le bilan, on va trouver là le déficit. D'accord. Cette fois-ci, le deuxième syndrome de Maurice, c'est un karyotype masculin, 46XY. Donc, la fonction testiculaire, alors on a des testicules, c'est un homme, on a des testicules, d'accord, qui sont normaux, mais le problème se situe sur la sensibilité des organes cibles aux androgènes. Alors les testicules, ils vont sécréter les androgènes, mais les androgènes, ils vont rencontrer des difficultés au niveau des tissus périphériques, ils ne vont pas exercer leur fonction. Le morphotype c'est féminin, mais chez féminin à 100%. D'accord, mais c'est féminin. Je vous le morphotype, il est féminin. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier réflexe, c'est l'écho. On va rechercher malgache. Il n'y a pas d'utérus. D'accord. Vous allez trouver quoi? Vous allez trouver des gonades, des testicules. Là-dessus. D'accord. Donc, il y a des testicules. En cas de doute, directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander le karyotype qui va confirmer le diagnostic. Le traitement Charles-Béo, lorsque la puberté est terminée selon le mode féminin, qu'est-ce qu'on va faire? On sera obligé de faire une castration. Parce que avec les testicules, on doit les enlever, la castration. Parce que je ne sais pas de l'histoire, risque de cancérisation, ou même un cancer, risque de dégénérescence. Donc on doit enlever les testicules et on doit donner un traitement œstroprogestatif pour maintenir donc, le développement. Est-ce que c'est clair? Et le morphotype féminin.
Vous avez compris? C'est au début. Ça existe. D'accord? Donc ça existe. Des sujets de morphotype féminin, mais en fin de compte, c'est des hommes, 46XY. Il y a des androgènes qui n'arrivent pas à exercer, qui disent la biopsie, qui ont des biopsies cutanées, mais ils gauchent les récepteurs à l'androgène. Allez, il y a la cause. C'est un très bien. Normalement, dirons la pause. Dirons une pause. Très bien, on va faire une pause de 10 minutes et on revient, d'accord? Thank you.